Mon frère m'a trompé avec ma fiancée le jour de notre mariage, mes parents les ont même soutenus. J'ai 28 ans et je me suis toujours considéré comme le responsable de ma famille. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à travailler. À 12 ans, je tondais les pelouses du quartier et à 16 ans, j'ai économisé pour acheter ma propre voiture, tandis que mes amis recevaient des véhicules neufs de leurs parents. J'ai payé mes études universitaires sans m'endetter et j'ai obtenu un bon emploi dans le secteur financier qui m'a permis de gagner 6 chiffres à 26 ans. Je ne cherche pas à me vanter, mais il est important de comprendre la dynamique familiale dès le départ. Mes parents semblaient avoir une clause implicite, le fils aîné est tenu de fournir un soutien financier en cas de besoin. Dès que j'ai reçu mon premier chèque de paie, ils me demandaient déjà de l'aide pour payer les factures. La même chose s'est produite lorsque j'ai reçu ma prime d'embauche au travail, ma mère a appelé le jour même pour me demander de rembourser les cartes de crédit de la famille. Il n'y a jamais eu de remerciement ni de reconnaissance pour l'effort que cela m'a coûté, je n'ai reçu que des mains ouvertes et des manipulations constantes par la culpabilité. Noël est devenu l'obligation de payer des cadeaux coûteux pour tout le monde, et lors des vacances en famille, j'ai fini par couvrir même le coût du billet qui, inexplicablement, est devenu le coût total du voyage. De plus, lorsque mon père a dû renouveler son abonnement au club de golf pour maintenir ses relations d'affaires, j'ai été chargé de le financer. Oui, le sentiment de droit était accablant, mais c'était la famille et je pensais que je devais aider. Mon frère cadet, Nick, 26 ans, est pratiquement mon antithèse. C'est un jeune homme séduisant, avec une capacité innée à parler et à s'en tirer avec presque tout, mais en matière de responsabilité ou d'éthique de travail, il est complètement inutile. Il a abandonné ses études universitaires à 2 reprises, ne peut pas occuper un emploi pendant plus de quelques mois et gaspille chaque dollar qu'il reçoit pour jouer et acheter des choses chères pour impressionner une fille. Pour mes parents, chacun de ces échecs se traduit par Nick se découvrant lui-même, ou Nick est simplement un esprit libre, tandis que mes réalisations étaient considérées comme attendues et presque invisibles. Même s'ils réussissaient à ne pas échouer un semestre, ils organisaient une fête en son honneur. Malgré ce favoritisme évident, j'ai continué à l'aider, j'ai couvert ses dettes de jeu à 3 reprises pour un total de plus de 20 000 $, je lui ai permis de rester chez moi sans payer de loyer pendant des mois après avoir été expulsé, et j'ai même utilisé mes contacts pour lui trouver des emplois, qu'il a inévitablement ruinés. J'étais sans aucun doute l'exemple parfait d'un imbécile, mais c'est ce qui se passe lorsqu'une vie de conditionnement vous pousse à être le responsable de la famille. Il y a 7 ans, j'ai rencontré ma fiancée d'alors, maintenant mon ex-femme, Eleanor, parfois appelée Eleanor, 25 ans, lors d'une fête chez un ami. Elle était éblouissante, avec ce mélange parfait de beauté et d'humilité. Elle étudiait la psychologie et rêvait d'ouvrir son propre cabinet. Elle était intelligente, ambitieuse et avait une grande beauté physique. Elle avait tout pour plaire. Nous avons tout de suite accroché et en moins d'1 an, elle a emménagé dans mon appartement. Je me suis occupé de couvrir la plupart des dépenses pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études supérieures sans soucis financiers, en payant les voyages, les dîners spéciaux et les vêtements de créateurs dont elle avait besoin pour ses événements et ses contacts professionnels. J'ai investi dans notre avenir, ou du moins je le pensais. Après 4 ans ensemble, nous nous sommes fiancés et j'étais vraiment heureux, pensant avoir trouvé la femme idéale, intelligente, belle et qui, apparemment, m'aimait pour qui je suis. Cependant, des signaux d'alarme ont commencé à apparaître. Dès le premier jour, Nick et Eleanor se sont très bien entendus, ils partageaient des rires, de la confiance et on les voyait constamment se murmurer des choses à l'oreille lors des réunions de famille. Eleanor a commencé à s'habiller de façon plus frappante, avec un maquillage plus prononcé, bien qu'elle ait expliqué qu'elle ne donnait que des conseils fraternels à Nick. La situation m'inquiétait, mais j'ai décidé de l'ignorer, pensant que la bonne relation entre ma fiancée et mon frère était une chose positive. À l'approche de la date du mariage, nous étions fiancés depuis 1 an, je travaillais intensément, faisant des semaines de 60 heures pour économiser, afin de pouvoir surprendre Eleanor avec un acompte plus important pour une maison après la lune de miel. Des comportements étranges ont commencé à apparaître à la maison. Eleanor est devenue obsédée par son téléphone, elle le gardait toujours à un angle qui m'empêchait de voir ce qu'elle écrivait, et elle a commencé à sortir avec des amis de l'université au moins 2 fois par semaine. J'ai attribué cela au stress des préparatifs du mariage et j'ai pensé qu'elle avait besoin d'espace. La planification du mariage lui incombait en grande partie, car j'étais trop occupé au travail et, par culpabilité, j'ai accepté presque toutes ses demandes quel que soit le coût, lieu haut de gamme, lune de miel exotique, robe de créatrice et autres luxes qui ont vidé notre compte joint, que je pensais pouvoir équilibrer après le mariage. Eleanor, pour sa part,
m'a montré des feuilles de calcul avec les dépenses et les contributions de son petit emploi à temps partiel en tant que conseillère, et j'ai aveuglément fait confiance au fait que tout était en ordre. 3 mois avant le mariage, un jour, je suis rentré tôt à la maison après avoir été expulsé d'une réunion de travail pour avoir failli m'endormir. J'avais prévu de surprendre Eleanor avec un dîner. Cependant, à mon arrivée, j'ai remarqué qu'elle n'était pas là, même si elle m'avait dit qu'elle resterait pour étudier pour un examen de certification. Au début, j'ai pensé qu'elle était simplement sortie prendre un café ou qu'elle avait besoin d'une pause, alors je me suis laissé tomber sur le canapé et j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillé, vers 10 heures du soir, Eleanor est entrée silencieusement, vêtue de vêtements que je ne reconnaissais pas. Quand je lui ai demandé où elle était allée, elle s'est mise sur la défensive, affirmant qu'elle était sortie avec des amis pour lâcher la tension de l'examen. J'ai hoché la tête, conscient que quelque chose n'allait pas, mais j'ai préféré rester calme. Ce qui semblait n'être qu'une série d'incidents isolés est devenu plus inquiétant. Une semaine plus tard, pendant qu'Eleanor prenait une douche, elle a laissé son Apple Watch se charger sur la table de chevet. Une notification est apparue à l'écran. Je ne suis pas du genre à espionner, mais en voyant le nom, je ne pouvais pas l'ignorer, c'était Nick. Le message disait « J'ai hâte de te revoir. Dis-lui juste que tu rencontres Jessica pour boire un verre ce jeudi. » À ce moment-là, mon sang s'est glacé. J'ai toujours cru au respect de la vie privée, jusqu'au jour où j'ai découvert que sa vie privée incluait coucher avec mon frère. Je ne pouvais pas rester silencieux comme un prince. J'ai donc utilisé le code sur sa montre, mon anniversaire servant d'indice, pour déverrouiller le téléphone. Ce que j'ai trouvé était dévastateur, des centaines de messages accumulés au fil des mois, des photographies indélébiles et des commentaires moqueurs sur la façon dont il s'amusait dans notre lit pendant que je travaillais tard. Il se justifiait même par des urgences familiales le week-end, organisant des escapades déguisées en crise. Mais la situation a encore empiré lorsque j'ai vérifié le compte destiné à notre fonds de mariage. J'ai découvert des retraits réguliers de milliers de dollars. Après avoir suivi l'argent, j'ai confirmé qu'il avait été utilisé pour des réservations d'hôtels, des dîners dans des restaurants luxueux et même pour un week-end dans un spa, le tout avec Nick, mon propre frère. Pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement pour économiser et construire un avenir ensemble, ces voyages étaient coordonnés en profitant de chaque conférence ou voyage d'affaires que j'avais, en approfondissant le sujet. J'ai trouvé des messages entre Eleanor et mes parents, non seulement ils savaient tout, mais ils l'ont ouvertement encouragé. Ma mère a dit à Eleanor que j'étais ennuyeux et qu'elle méritait quelqu'un d'excitant comme Nick. Mon père, pour sa part, a justifié que c'était le mieux pour l'enfant en or, tout en piétinant ma vie. Il y avait la trahison calculée de ceux en qui j'avais le plus confiance, la femme que j'aimais, mon frère et mes propres parents, utilisant mon argent pour planifier un avenir dont je ne faisais plus partie. Sans éclater émotionnellement ni verser une seule larme, j'ai ressenti une froide lucidité et j'ai décidé que je n'étais pas le gentil qui sauvait toujours tout le monde. Ce soir-là, en silence, j'ai mis fin à tout. Le lendemain matin, pendant qu'Eleanor dormait encore, je me suis levé, j'ai préparé du café et j'ai commencé à agir. J'ai appelé la banque et j'ai transféré la moitié de nos économies, qui étaient en fait mon argent, sur un compte privé auquel elle n'avait pas accès. Ensuite, j'ai annulé tous les détails relatifs au mariage, le lieu, les vendeurs, le DJ, les fleurs et même les réservations pour la lune de miel. Bien que bon nombre de ces services aient des acomptes non remboursables, j'ai préféré perdre cet argent plutôt que de me condamner à un mariage désastreux et faire face à un divorce encore pire. Quand Eleanor s'est réveillée, sa boîte de réception était inondée de confirmations d'annulation. Son visage en les voyant était tout simplement impayable. Entre des appels frénétiques aux vendeurs et un regard ahuri vers moi, j'ai juste bu mon café, regardant tout le spectacle. Quand elle m'a demandé ce qui se passait, j'ai simplement haussé les épaules et déclaré « Je n'ai pas envie d'épouser quelqu'un qui couche avec mon frère ». Dans mon dos, elle, d'abord confuse puis face aux preuves, a fondu en larmes et a commencé à trouver des excuses sur sa solitude et mon absence due au travail, des arguments que j'ai ignorés en me dirigeant vers le travail. Ce jour-là, mon téléphone a explosé d'appels et de messages d'elle, de mes parents et même de Nick. Je n'ai répondu à aucun. J'ai décidé de les laisser se vautrer dans leur propre désespoir. Les réactions d'Eleanor sont passées de la confusion à la colère, à l'inquiétude feinte et enfin à une supplication désespérée. Mes parents ont exigé une discussion, et moi, avec le calme de quelqu'un qui a déjà pris une décision définitive, j'ai répondu « Bien sûr, nous parlerons au dîner de famille à 19h ». Le soir même, je me suis présenté chez mes parents avec une nouvelle coupe de cheveux,
déterminés à mettre fin à leur jour de la manière la plus élégante possible. À mon arrivée, j'ai trouvé mes parents déjà réunis et Eleanor, avec des cernes, assise à côté de Nick à table. Tous deux avaient l'air maussade. Le cadre du dîner, si normal et familier, était un affront majeur. Sans attendre que qui que ce soit parle, j'ai posé sur la table un dossier contenant chaque message, photographie, reçu d'hôtel et relevé bancaire montrant le vol de mon argent, ainsi que des captures d'écran de la trahison. Les expressions sur leur visage lorsqu'ils ont vu les preuves étaient impayables. Eleanor est devenue pâle, l'arrogance de Nick a disparu, ma mère a commencé à paniquer et mon père, essayant toujours de rester calme, était accablé. Je n'ai jamais imaginé recourir à la violence, mais lorsque Nick a osé dire ce n'est pas ce que ça a l'air, quelque chose en moi a explosé. Avant que je ne puisse comprendre, j'ai traversé la table et j'ai donné un coup de poing à son visage, sentant le craquement de son nez sous mes jointures. Des cris ont éclaté. Mon père a essayé de m'arrêter, mais j'avais déjà donné 2 autres coups avant qu'il ne parvienne à me séparer de lui. Nick était courbé, son nez cassé était évident. Reprenant mon calme, je me suis redressé et j'ai fermement dit à Eleanor que j'annulerais le bail de l'appartement et qu'elle avait 72 heures pour retirer ses affaires avant que je ne les laisse sur le trottoir. M'adressant à mes parents, j'ai clairement indiqué qu'ils ne verraient plus un centime de ma part. Plus de renflouement pour les dettes de Nick, plus d'aide pour les impôts ou les vacances en famille déguisées en générosité. Vous m'avez toujours utilisé comme filet de sécurité tout en favorisant le fil inutile. Ce belvédère s'est effondré une fois pour toutes. Ma mère s'est mise à sangloter, affirmant que j'exagérais et que nous pouvions encore arranger les choses. Mon père a essayé d'imposer son autorité et Eleanor a continué à sangloter des larmes vides. Nick, encore meurtri, pouvait à peine participer. Avant de partir, j'ai fait une dernière déclaration, dorénavant, vous êtes mort pour moi. Pas de seconde chance, pas de réconciliation, pas de pardon. Des années que vous avez profité de ma loyauté et de ma générosité, et c'est fini. Le silence qui a suivi était le son le plus doux que j'ai jamais entendu, car il n'y avait pas de défense ni d'explication. La tête haute, j'ai quitté cette maison pour toujours. Dans les jours qui ont suivi, les messages ont continué, mais le ton a changé. Eleanor est passée de la colère au désespoir, affirmant qu'elle avait commis une terrible erreur et que Nick l'avait séduite, comme si elle n'avait pas de volonté propre pendant l'année d'infidélité. Mes parents ont utilisé toutes les tactiques de manipulation à leur disposition, culpabilité, honte, supposées obligations familiales et même des menaces de révéler que j'avais des problèmes de santé mentale. Pendant ce temps, Nick est resté silencieux, regrettant probablement encore son nez cassé. J'ai décidé d'ignorer toutes ces communications. J'ai bloqué leurs numéros, mis en place des filtres dans mes emails pour les envoyer directement à la corbeille et commencé à couper tout lien financier qui existait encore. C'était comme retirer un cancer douloureux, mais absolument nécessaire pour survivre. Le plus dur a été de faire face aux amis communs. Certains se sont rangés du côté d'Eleanor sans remettre en question sa version, d'autres ont essayé de maintenir une position neutre, ce que j'ai trouvé tout aussi répréhensible. Quelques-uns se sont approchés pour offrir leur soutien, un geste que j'ai apprécié mais largement rejeté, car je n'avais pas besoin de pitié ni de paroles d'encouragement vides. J'ai décidé de me plonger dans mon travail, le seul refuge que j'avais. Je restais tard tous les soirs, même le week-end. Au bout de 2 semaines, j'avais engagé un avocat pour gérer la question du bail, fermer tous les comptes et cartes joints, changer de numéro de téléphone et commencer à chercher un nouveau logement. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Pendant ce temps, j'ai commencé à prendre des décisions uniquement en fonction de ce qui me profitait, sans me soucier de maintenir la paix ou de faire plaisir à ma famille. Ce sentiment de liberté était extraordinaire. Les 4 mois suivants sont devenus une renaissance inattendue. Je n'aurais jamais imaginé, après une rupture, vivre la meilleure étape de ma vie, mais la transformation a été bouleversante. Dès que j'ai laissé derrière moi ceux qui me vidaient, j'ai d'abord disparu complètement de leur radar. J'ai décidé de quitter mon ancien appartement et de trouver un loft élégant dans le centre-ville. Bien que le loyer soit plus élevé, chaque centime investi était justifié par la tranquillité d'esprit que j'ai acquise en n'ayant pas Eleanor qui vidait mes finances ou Nick qui demandait constamment de l'argent. Mes comptes sont passés d'un équilibre modéré à un équilibre vraiment solide presque du jour au lendemain. J'ai commencé à voir mes économies croître au lieu d'avoir à expliquer des retraits d'argent inexplicables, ce qui m'a permis de renouveler ma garde-robe, d'acheter des meubles de qualité en abandonnant l'esthétique bon marché qu'Eleanor insistait pour avoir, et même de changer de voiture pour une meilleure. Sur le lieu de travail,
j'ai décidé de me concentrer sur mon développement professionnel. Tous les efforts supplémentaires que j'avais accumulés ont commencé à porter leurs fruits. Mon patron a remarqué une augmentation significative de ma productivité et m'a confié les comptes de nos clients les plus importants. 2 mois seulement après avoir échappé au mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai reçu une promotion avec une augmentation de salaire de 30%. D'analyste financier ennuyeux, je suis devenu l'un des plus jeunes cadres supérieurs de l'histoire de l'entreprise. Je ne pouvais pas négliger mon bien-être physique, alors j'ai rejoint une salle de boxe dirigée par un ancien combattant de MMA qui ne tolérait pas l'indulgence avec les débutants. C'est là que, canalisant toute ma colère et mes sentiments de trahison, j'ai réussi à transformer mon corps. J'ai perdu 15 livres de graisse, j'ai gagné environ 20 livres de musclé, pour la première fois depuis des années, je pouvais me défendre sur le ring. La vie s'améliorait à tous points de vue. Je n'étais plus responsable du financement de Nick, de la couverture des besoins sans fin d'Eleanor ou de servir de roue de secours à mes parents. Enfin, mes dépenses n'étaient que pour moi. Bien que cela puisse paraître égoïste, après des années à être le pilier des autres, faire l'expérience de cette liberté s'est avéré être une véritable libération. J'ai également commencé à nouer de nouvelles amitiés, avec ceux qui partageaient mes intérêts, au lieu des faux amis en couple que j'avais avec Eleanor. J'ai rencontré des gars à la salle de sport qui m'ont invité à des soirées poker, et j'ai pu nouer des liens avec des collègues de travail avec qui je n'avais auparavant pas le temps de socialiser. Pendant ce temps, ma famille est restée silencieuse, comprenant probablement que ma décision de couper les ponts était définitive. Cependant, l'information finit toujours par se frayer un chemin. Un cousin avec qui j'avais encore quelques relations m'a dit que le couple parfait de Nick et Eleanor était en train de se désagréger. Sans mon soutien, la dépendance au jeu de Nick est devenue incontrôlable, ce qui a conduit à des disputes constantes, principalement à propos d'argent. Pour couronner le tout, Nick a commencé à tromper Eleanor avec plusieurs femmes, 3 mois seulement après le début officiel de leur relation. Il s'est avéré que voir leur monde s'effondrer sans mon aide était, d'une certaine manière, une juste rétribution après des années d'exploitation. D'un autre côté, mes parents ont également été affectés par l'absence de mon soutien financier. Sans mes cadeaux, mes prêts et l'organisation de vacances en famille, ils ont été contraints de réduire leurs dépenses. Mon père a dû reporter sa retraite et ma mère s'est tournée vers des postes de responsable à la cafétéria de l'école. Pendant ce temps, Nick a disparu comme d'habitude, il a changé de numéro, supprimé ses réseaux sociaux et s'est complètement déconnecté, laissant mes parents avec ses problèmes. Peut-être fuyait-il les créanciers ou se réfugiait-il chez une autre victime. J'ai reçu toutes ces informations et j'ai essayé de ne pas m'impliquer. Ils avaient fait leur choix à plusieurs reprises et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. J'avais travaillé trop dur pour reconstruire ma vie et je n'étais pas prêt à être entraîné à nouveau dans ce drame. Ou du moins je le pensais, jusqu'à ce que l'univers décide de mettre à nouveau mon courage à l'épreuve. Presque exactement 1 an sans avoir eu de contact avec ma famille, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ignore normalement les appels aléatoires, surtout après le harcèlement d'Eleanor, mais cette fois-là, j'attendais l'appel d'un client, alors j'ai répondu. C'était ma mère, bonjour, mon cher. Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Mon instinct était de raccrocher, mais la curiosité m'a retenu. Elle a demandé à se rencontrer pour discuter d'une affaire familiale importante et urgente. Bien que j'ai failli refuser, mon intérêt l'a emporté sur toute réticence et j'ai accepté de les rencontrer dans un café près de mon bureau le lendemain. Je suis arrivé quelques minutes en avance, j'ai choisi une table dans le coin avec une vue dégagée sur la porte, j'ai commandé un café et j'ai attendu. Quand ils sont arrivés, j'avais du mal à croire que c'étaient mes parents. Papa avait perdu au moins 20 livres et ses cheveux s'éclaircissaient sensiblement, tandis que l'apparence méticuleusement entretenue de maman avait disparu. Sans maquillage, les cheveux en désordre et vêtus de vêtements d'un magasin discount, ils semblaient avoir traversé l'enfer. En me voyant, ils ont fait un sourire forcé et bien que maman ait essayé de me prendre dans ses bras, je me suis reculé, évitant toute affection feinte. « Que voulez-vous » ai-je demandé. L'histoire s'est déroulée par bribes, entre des regards gênés et des larmes occasionnelles de ma mère. Il s'avère que l'enfant en or, Nick, avait dépassé toutes leurs attentes en matière d'irresponsabilité. Après que je les ai coupés financièrement, mes parents ont été obligés d'utiliser leurs propres ressources pour couvrir ces décisions désastreuses, d'abord en hypothéquant leur maison, puis, dans une série de manœuvres désespérées, ils se sont endettés, crédits ruinés, comptes de retraite vides, factures médicales accumulées, voitures reprises, jusqu'à ce que Nick disparaisse complètement il y a environ 4 mois, laissant le drainage de leurs économies d'urgence comme dernier coup. Papa,
incapable de soutenir mon regard, a poussé un dossier plein de documents qui détaillaient la catastrophe financière en termes crus. Maman, utilisant ses pleurs manipulateurs habituels, a expliqué « Nous avons besoin de ton aide, mon cher. Nous n'avons nulle part où aller. » Le chiffre magique était 80 000 $, 50 000 $ pour arrêter la saisie et 30 000 $ pour rembourser les dettes les plus urgentes. Toutes nos ressources sont épuisées. Aucune banque ne veut de nous à cause de notre crédit ruiné, et aucun de nos proches n'a cette somme. Toi, le fils stable et responsable que nous avons toujours dénigré, tu es maintenant notre dernier espoir. L'ironie était brutale. Lorsque, entre deux sanglots, maman a murmuré nous avions tort sur tout, même sur ce qui a été dit à propos d'Eleanor, papa, levant les yeux, a ajouté, nous étions aveugles à qui était vraiment Nick. Nous t'avons toujours considéré comme le bon fils. Pendant un instant, j'ai presque ressenti quelque chose, mais j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une épiphanie morale sur notre passé, mais d'une fuite désespérée face aux conséquences inévitables. Si Nick se présentait demain avec un billet de loterie gagnant, mes parents l'accueilleraient à bras ouverts, oubliant immédiatement leur réconciliation forcée avec moi. D'une voix glaciale, j'ai dit, laissez-moi comprendre. Vous avez encouragé ma fiancée à me tromper avec mon frère. Vous lui avez dit que j'étais ennuyeux et qu'elle méritait quelqu'un d'excitant comme Nick. Vous avez profité de moi, et même quand je suis parti, vous avez continué à permettre à Nick de vous ruiner financièrement. Et maintenant vous me réclamez 80 000 $? Maman, en sanglotant, a essayé de faire appel à l'unité familiale, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Loyauté familiale? Venant de vous? Où était cette loyauté quand vous conspiriez contre moi? Papa a essayé d'insister une dernière fois, nous allons perdre la maison, nous serons sans abri à notre âge. Je me suis levé et j'ai regardé ces deux êtres pathétiques, qui tout au long de ma vie m'ont fait me sentir inférieur et qui maintenant me suppliaient de les aider. Vous auriez dû considérer les conséquences lorsque vous avez misé sur le mauvais fils, leur ai-je dit. Quand maman a essayé de prendre ma main, je l'ai retirée et j'ai déclaré fermement, ce n'est pas mon problème. Vous avez choisi votre destin. Nick est aussi votre fils. Cherchez-le au lieu de me faire perdre mon temps. J'ai rassemblé mes affaires, laissé un billet de 20 $ plus le pourboire pour le café, et je suis parti sans me retourner. Bonne chance avec la saisie, ai-je marmonné. C'était la décision la plus saine de ma vie. Ils ne cherchaient pas la réconciliation, mais un nouvel hôte maintenant que leur enfant en or les avait pressés comme des citrons et les avait abandonnés. Avec la musique à fond dans la voiture, j'ai repris ma route vers le travail sans penser à eux, jusqu'à ce que je m'assoie pour écrire cette histoire. Et, honnêtement, je suis réconforté d'être considéré comme le méchant dans leur histoire, car dans la mienne, je suis enfin le héros. Mise à jour, j'apprécie le soutien reçu. Pour ceux qui demandent si je ressens une quelconque culpabilité quant à la possibilité que mes parents deviennent sans abri, encore une fois, la réponse est claire, non, pas du tout. Ils ont d'autres parents à manipuler, et s'ils n'y arrivent pas, il y a toujours la possibilité d'aller dans des refuges. En ce qui concerne Nick, la dernière chose que j'ai entendue par l'intermédiaire du même cousin qui m'a tenu au courant, c'est qu'il vit actuellement avec une nouvelle petite amie dans un autre état, et se déclare soi-disant éloigné de sa famille toxique. Pauvre homme, mais il semble qu'il prenne enfin ses responsabilités. À ceux qui m'ont envoyé des messages disant que ce sont toujours tes parents et que je regretterai cet éloignement quand ils mourront, gardez vos paroles. Les gens qui vous ont donné la vie n'ont pas le droit de vous traiter comme des ordures. Et j'ai déjà pleuré cette famille il y a 1 an, quand j'ai décidé de quitter ce dîner. Ce qui leur arrive maintenant est simplement le destin de 2 étrangers qui partagent mon ADN.